et le petit-fils du grammairien Antoine Cros. Reçu docteur en médecine en 1857, il se consacra de bonne heure à des travaux scientifiques de diverses sortes qui lui fournirent la matière de nombreux ouvrages techniques. Antoine Cros, poète apprécié des lettrés, écrivit Les Belles Heures en 1882. Son ode à Molière fut récitée à Paris au théâtre de l'Odéon pour le 260e anniversaire de la naissance de l'immortel poète tragique. On lui doit aussi bon nombre d'œuvres philosophiques. Le Dr Cros est également l'inventeur de la modification du plessimètre en 1859 et, en collaboration avec son frère Charles Cros, d'un sténographe musical et d'un appareil à transmettre la forme au loin par des courants électriques et sans transport de matière, qui fut présenté à l'Académie des sciences en 1891. Il aida aussi son frère Charles Cros à la mise au point de sa découverte de la photographie des couleurs et du phonographe. Avant Edison, mais à l'époque, on supposa faussement que Charles Cros était ventriloque. En décembre 1947, lors du 70e anniversaire de la disparition de Charles Cros, un professeur de l'école des arts et métiers, M. Huguenard, put dire mélancoliquement à ses auditeurs: si la France avait commencé dès sa découverte à percevoir des droits sur la photographie couleur et ses dérivés cinématographiques, il est vraisemblable que la tâche du ministre des Finances s'en trouverait singulièrement allégée. Ce fut au cours de l'année 1902, le 21 mars exactement, que le Dr Cros succéda au roi Achille Ier et prit le nom dynastique d'Antoine II. C'était un ami de vieille date d'Aurélie Antoine, fondateur du royaume d'Araucanie. Son premier acte d'organisation fut de créer l'Association française d'expansion commerciale, destinée à faciliter les exportations et importations entre la France et l'Araucanie. Hélas, peu après le banquet qu'il offrit à ses collaborateurs et amis à l'occasion de l'anniversaire de son avènement, Antoine II décédait le 1er novembre 1903 en sa propriété douanière près de Paris. Il léguait un bref mais très beau passé à l'histoire de l'Araucanie. Vaillant État qui, à l'instar du Transvaal, n'a jamais cessé de lutter pour son indépendance, espérant toujours le victoire du droit sur la force. Le service religieux eut lieu en l'église d'Amiens, quoiqu'elle ne revêtisse pas l'imposante somptuosité des funérailles vraiment royales, ses obsèques ne manquèrent pas de luxe, elles furent presque grandioses. L'inhumation s'est faite au cimetière Montparnasse, conduisant le deuil, messieurs Henri Cros, sculpteur, chevalier des Légion d'honneur, père du défunt, et François Copé, de l'Académie française, chevalier de première classe de l'ordre de la Constellation du Sud d'Araucanie. Dans le cortège, on remarquait plusieurs personnalités attachées à la cour araucane, des hommes de science et de lettres, la plupart décorés des ordres d'Araucanie. Antoine Cros fut un aimable Français, un éminent docteur, un philosophe indulgent qui avait l'amour des lettres et qui élevait à la hauteur d'une institution le culte de l'instruction.
bien, après ce moment de recueillement, nous allons lire quelques extraits des œuvres d'Antoine Croce. Alors un extrait de prélude, en réalité, de son recueil de poèmes, Pierre, qui est important. Vaillants chercheurs de mondes inconnus, cœurs amoureux de la muse aux pieds nus, nous écoutons encore par ce temps sombre, pour oublier notre exil odieux, des chants réglés aux cadences du nombre, lutte mélodieux. Épris du vrai, mais de tout vain savoir, désabusé, qu'il est bon d'aller voir la glauque mer se tordant sur les plages, et le nuage au ciel se mouvant, s'éparpiller en magique sillage qu'emporte le vent. Pour endormir nos fantasques ennuis, et les désirs, tourments des longues nuits, serpents cruels dont l'âme est enlacée, et les amours plus pesants que les fers, que pouvons-nous forcer notre pensée au rythme des vers? Ça, c'était un extrait, mais j'avais envie, puisque nous lirons pour nos défunts et l'âme de nos défunts, toujours extrait, Monseigneur, si vous le permettez, de lire un extrait toujours de ce recueil de poèmes qui s'appelle L'âme. Un peu de circonstance. L'âme, toute joyeuse au jour de délivrance, pareille à l'alcyon libre, s'envole aux cieux, vers ce lointain soleil, invisible à nos yeux, dans les secrets rayons se nomme l'espérance. Comme elle a bien payé sa dette de souffrance, de patient labeur et d'amours anxieux, un trône d'or l'attend, près des graves aïeux, bien loin des trahisons et de l'indifférence. Désireuse, elle tend ses beaux bras enfantins, aux printemps infinis, aux éternels matins, qui bientôt berceront sa forme impérissable. Sans regret, elle quitte un monde abandonné, où des reptiles froids vont rampant dans le sable, et que mord l'océan, mystérieux d'années. Alors on pourrait lire aussi, Monseigneur, quelques extraits de ce livre phénoménal d'Antoine Croce, Le problème. Alors le problème, c'est une étude métaphysique, sans doute, avec nouvelles hypothèses sur la destinée des êtres. Voilà le titre de ce livre du docteur Antoine Croce. Et il y a une doctrine. Et il y a justement, en rapport avec l'âme, des choses qui sont tout à fait étonnantes et importantes. Alors, l'organe permanent de l'âme est comparable aux hélices d'instruments créés et construits par l'industrie humaine et d'un usage déjà commun en notre siècle. Ces hélices sont destinées à recueillir et à enregistrer des mouvements, c'est-à-dire des rythmes, par l'effet d'un très simple dispositif. Or, toute l'existence consciente des êtres vivants se compose de séries et d'ensembles de sensations. Et toutes les sensations ont pour cause extérieure uniquement des rythmes. Elles s'inscrivent tout en mode rythmique sur la courbe individuelle. Cette courbe peut recevoir ainsi, et elle reçoit un grand nombre d'impressions du monde extérieur, des milieux où se dévoile l'être vivant, celles notamment constituant les formes et les structures de son organisme corporel. Cet organisme s'y représente en mode rythmique, ainsi que toutes les autres formes reçues par les sens et les influences ou images des choses non senties, mais seulement ayant agi par dynamique rythmée sur les organes participant à la vie. De telles inscriptions de rythme peuvent toujours, par réversibilité mécanique, au moyen d'un dispositif simple, soit en forme, reconstituée dans l'espace, en leurs trois dimensions, soit en combinaison rythmique, proprement dite. Je ne sais pas s'il faut continuer un petit peu pour comprendre, parce que j'espère que vous avez tout compris. Alors, on fera peut-être une analyse de ce texte lors de nos bagattes Oui. philosophiques, bien sûr. Voilà.
Mais c'était important, je pense, d'entendre sa voix en quelque sorte, en même, dans ces circonstances où effectivement c'est sur la destinée humaine. Et vous l'avez compris, notre cérémonie, c'est un peu la commémoration de notre tradition avec ce qu'elle a d'onirique, de rêve et tout. Mais c'est aussi un homme qui a été un de nos prédécesseurs et auquel on rend hommage avec émotion. Alors, comme troisième temps de cet hommage, je vais demander à notre prince émérite, qui est devenu un peu un sage du royaume maintenant, de nous tenir quelques propos sur nos perspectives. Alors nous sommes aujourd'hui assez nombreux pour honorer le souvenir du prince Antoine II d'Araucanie, et je pense que nous pouvons et nous devons nous en réjouir. Nous voici au terme d'une année mouvementée, qui a été marquée par bien des mensonges, des coups bas, des incompréhensions, et même des menaces et des insultes. Mais c'est aussi une année charnière dans l'histoire du royaume d'Araucanie et de Patagonie, parce qu'au-delà de ces épisodes déplorables, elle a permis à tous ceux qui sont sincèrement, fidèlement attachés à notre cause, d'avancer sur la voie de l'unité. Cette année a été celle de la réconciliation de la réconciliation sincère avec Stanislas, qui est aujourd'hui prince d'Ushuaïa, et de ses amis. Cette année a également été celle d'un dialogue renforcé avec nos frères d'outre-Atlantique, rassemblés au sein de la NARS, autour du pasteur Dan Morrison. Tout cela aurait été impossible sans l'action pacificatrice du régent Pierre, duc de Nathaniel, que nous devons, je pense, saluer et peut-être même remercier et même applaudir, peut-être, si vous pensez que c'est l'occasion de le faire. Alors bien sûr, tous les problèmes ne sont pas encore résolus, et nous restons encore à l'heure qu'il est dans le provisoire. Je pense que nous devons faire confiance au Conseil du Royaume et au Conseil d'État pour clarifier définitivement la situation du Royaume lors de leur réunion prévue, je crois, en mars ou avril prochain. Cette étape ultime franchie, le Royaume d'Araucanie et de Patagonie devra se doter d'un nouvel acte additionnel à la Constitution de 1860, réglant définitivement les mécanismes de dévolution de la couronne, pour éviter des problèmes tels que nous les avons connus cette année. Après cela, nous pourrons nous consacrer entièrement aux deux objectifs, aux deux raisons d'être de notre sympathique royaume. La première étant de perpétuer de manière conviviale la mémoire d'Aurélie Antoine et de ses successeurs, et la deuxième d'apporter notre soutien au peuple mapuche et aux autres peuples originels du cône sud de l'Amérique, dans le respect de leurs traditions et sans aucune ingérence politique. Je vous remercie et maintenant, je pense que nous pouvons aller déjeuner. Alors, dernier point que je voudrais souligner, ce que je trouve, non seulement nous sommes assez nombreux, mais il y a représenté les différentes générations de l'Araucanie, en quelque sorte. Merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Merci Daniel, qui a un peu eu un rôle très, très moteur dans les années 90, à une époque où ce n'était pas facile, et où tu as donné les moyens à Philippe Ier de redynamiser et de relancer un peu l'intérêt autour de la tradition de l'Araucanie. Donc je crois qu'au-delà de notre nombre, merci à Bruno aussi, qui par son livre fondateur, il y a des décennies, avait attiré l'attention du public sur l'aventure araucanienne. Donc au-delà de notre nombre, la diversité de nos origines, de notre positionnement dans l'histoire de l'Araucanie, tout ça est vraiment une excellente chose. Et nous espérons que cette petite cérémonie autour de la tombe d'Antoine II sera un peu l'équivalent pour Paris de ce qu'est la cérémonie de Totorac, c'est-à-dire une occasion de se retrouver, de discuter et d'entretenir cette tradition qui nous est chère. Voilà, je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous... Oui, allez-y. Je voudrais juste vous dire, j'ai été content de vous rejoindre, mais pour des raisons de santé de mon époux, comme je l'avais dit, oui. je ne participerai pas au... Oui, écoutez, en tout cas, c'est vraiment très gentil d'être venu, parce que... Dites-nous quand est-ce que vous êtes, pour la première fois, vous avez participé à des réunions autour de l'Araucanie? Jamais. Oui. Je suis venu à Antoine de Toulance par les pièces de monnaie. D'accord. Je suis numismate de l'enfance, et donc j'avais un gros catalogue
des pièces mondiales, classées par pays. Et puis à la fin, il y avait un petit paragraphe sur les pièces insolites et donc la douce Santa-Rose. Pour moi, ça a commencé là, à aller aux archives des affaires étrangères et tomber sur les lettres de Cazol. Et vous avez rencontré Philippe Boiry à cette époque. Et c'était en quelle année? 86, 87. D'accord. Ah oui, donc, ça, les pièces, elles sont inabordables aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir la douce Santa-Rose qui est dans une armoire consacrée, une vitrine consacrée à la Roncanie. Oui, j'en suis assez content. C'est très très rare. Surtout que j'ai pu l'emmener dans une maison de retraite. On a la chance dans une maison de retraite, on a commencé en plus. Un espace à vous. Pour nous, et on a fait un peu reconstruire notre appartement et mon armoire patagones. En tout cas, un grand merci de nous avoir rejoints. Bravo. Merci à Philippe aussi d'être venu, alors qu'il est loin lui aussi. Bon. Eh bien, je crois qu'on va aller tranquillement vers la table. Alors, une table du sud-ouest, hein, une table du Est-ce que certains d'entre vous veulent la dernière cornue d'acier? Ah oui, alors le tirage papier est très bien. Je vous les confie. Nous avons également des cartes postales de la dernière Sainte-Rose de Lima. Ah, de cette année? On les a eus. Madame, Non, mais ne bougez pas, la carte. Voilà.